Alors, nous allons reprendre. La prochaine présentation est en anglais, donc pour les personnes qui souhaitent une traduction directe, il y a des casques disponibles en bas de l'estrade, et donc merci de les allumer. Je vais maintenant passer en anglais. To welcome Dr. Je souhaite accueillir le docteur Fadel Kabou, qui est professeur d'économie à la Denison University aux États-Unis, et il est également président du Global Institute for Sustainable Prosperity. Il va partager avec nous une vision panafricaine pour une transition juste. On ne peut pas décarboner un système qui n'a pas encore été décolonisé. Bonjour à tous, merci d'être là, merci de m'avoir invité et merci d'avoir organisé cette conversation importante concernant une transition juste d'un point de vue africain. Et nous allons nous pencher sur les réels problèmes sur le continent. Je souhaite saisir cette occasion pour également exprimer ma solidarité avec le peuple palestinien qui est en train de subir une souffrance incroyable. Et je suis également solidaire des autres personnes qui souffrent à travers le monde. Il ne s'agit pas seulement de parler d'une transition juste, et on ne peut pas parler de quoi que ce soit sans avoir une pensée pour ce qui se passe en Palestine. Et pour citer le président de la Colombie, qui a parlé à la COP à Dubaï de cette question d'une façon très sensée et très puissante, et je vous invite à y réfléchir avant de parler de la transition. Il parlait des défis climatiques en général, et il a dit, pour le Sud, la Palestine, c'est notre passé, notre présent et notre avenir. Je crois que dans ma présentation, vous verrez un petit peu ce qu'il entendait par cela. Et je crois que le principal message dans cette présentation est dans les sous-titres. Nous ne pouvons pas décarboniser un système qui n'a pas été structurellement et économiquement décolonisé pour l'heure. Là-dessus, je vais commencer en vous parlant de ce rapport. Bon nombre d'entre vous l'ont saisi, l'édition française, une transition juste, une vision du développement lié au climat et à l'énergie pour l'Afrique. Ce rapport a été produit par le groupe d'experts indépendants sur le développement et la transition juste. Et M. Sekona l'a mis au point il y a juste un an. Et Yuba nous a donné des devoirs. Il nous a dit qu'on a besoin d'un petit rapport, 20 pages tout au plus, et nous devons le produire rapidement, en 2 mois. Et nous avons échoué. Cela nous a pris 1 an, et il fait près de 100 pages. Il est disponible sur notre site internet, justtransitionafrica.org. C'est disponible en français et en anglais, et bientôt nous le traduirons également en espagnol. Ce que nous avons essayé de faire dans ce rapport, c'est de mettre en avant une vision africaine pour l'Afrique. Pas une vision européenne ou une vision américaine pour l'Afrique ou une vision chinoise pour l'Afrique. Une vision africaine pour le continent africain qui répond simultanément de façon cohérente et globale les questions du climat, de l'énergie et du développement, de façon cohérente et systématique plutôt que de façon divisée en silos. Et je crois que c'est là la principale contribution de ce rapport. Tout d'abord, je souhaite commencer par quelques messages. Pour le continent africain, si nous n'avons pas une vision stratégique de long terme pour nous-mêmes, je vous garantis que nous faisons déjà partie de la vision de quelqu'un d'autre, que ce soit celle de l'Europe, des États-Unis ou de la Chine. Chaque bloc économique, chaque pays a le droit d'avoir une vision pour lui-même. Il en va de même pour nous. Et c'est important pour les leaders africains et le continent africain de formuler cette vision stratégique de long terme cohérente. Et malheureusement, historiquement, la vision du reste du monde pour le continent africain, pour le Sud en général, peut être résumée en 3 points principaux. C'est le rôle colonial qui a été imposé au continent africain. Tout d'abord, nous sommes une source de matières premières peu onéreuses à exporter vers le monde industrialisé. Deuxièmement, nous sommes le lieu qui consomme les productions industrielles du reste du monde et du Nord. Et troisième point, et c'est le plus important, nous sommes censés être le lieu où les technologies obsolètes et les lignes
d'assemblages qui ne sont plus nécessaires dans le monde développé, à être exportés ici avec une population active qui est réduite à cet emploi-là sous prétexte de créer des emplois. Et c'est un piège colonial qui existait non seulement à l'ère coloniale, mais qui a persisté et s'est renforcé dans l'ère post-coloniale. Et notre argument dans ce rapport, c'est qu'à l'avenir, si on souhaite réellement une transition équitable, le continent africain ne peut pas continuer à jouer le même rôle colonial pour l'économie mondiale. Donc vraiment, il s'agit de se repositionner, de repositionner le continent africain sur la scène internationale, économiquement, et vous le verrez plus tard également, géopolitiquement également, parce que c'est aussi une question de pouvoir. Lorsqu'on dit transition juste et qu'on insiste sur le point juste, la justice ne doit pas être offerte à l'Afrique comme un cadeau. On doit affirmer son droit à cette justice, à cette transition, et c'est une transformation complète qui doit avoir lieu. C'est la raison pour laquelle on dit qu'on ne peut pas décarboniser un système qui est encore structurellement et économiquement colonial. Il doit y avoir une transformation simultanée pour le continent. Donc, quelques messages importants, en plus de cette idée que l'on peut décarboniser, que si on décolonise le système, de la même façon, on ne peut pas démocratiser un système qui est toujours structurellement, économiquement géré de l'étranger. Et pour ceux qui souhaitent dédollariser l'économie mondiale, on ne peut pas dédollariser un système qui est toujours géré par l'étranger de façon coloniale. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, c'est un rapport de la Banque mondiale que je vous montre qui a été publié il y a quelques années qui s'appelle Groundswell. Il est disponible sur leur site. Rappelez-vous que la Banque mondiale n'est pas l'organisation la plus radicale pour le changement climatique. Ils sont extrêmement conservateurs. Ils estiment que 216 millions de personnes seront déplacées par des événements climatiques d'ici 2050. Donc c'est vraiment après-demain quand on pense à la chronologie. Et en Afrique, c'est la majorité de ces personnes qui seront déplacées. Nous n'avons jamais vu des mouvements de cette ampleur. Il va y avoir énormément de stress sur toutes les ressources alimentaires, en eau, etc. Donc il y a près de 10 ans, il y a eu un mouvement de panique, en particulier sur ce continent, lorsqu'il y a eu une crise des réfugiés. Et ça, ce n'est qu'un petit nombre de personnes qui se sont déplacées à cause d'un conflit dans un petit pays. Imaginez si c'est beaucoup plus de gens qui vont se déplacer et se déplacer vers le nord. Sommes-nous prêts ? Sommes-nous prêts à traiter les gens avec dignité, à avoir les infrastructures, les capacités financières et fiscales pour avoir ce type de résilience? Et ces chiffres, encore une fois, je vous le rappelle, sont assez optimistes et ils viennent de la Banque mondiale. Donc, quelles sont les carences économiques structurelles dont nous souffrons? Ces structures coloniales doivent être transformées à mesure que nous avançons vers une transition juste. Bien sûr, il y a une dette externe élevée. C'est un problème grave qui empêche nos gouvernements d'être capables d'investir dans l'adaptation et dans toutes les choses dont nous avons besoin pour construire cette résilience. Mais la dette externe est un symptôme de problèmes structurels plus profonds que je peux résumer en 3 points et je vous montrerai les données d'ici quelques instants. Ces 3 causes racines sont, tout d'abord, un déficit d'énergie, deuxièmement, un déficit de nourriture et troisièmement, un déficit industriel, donc une industrialisation de faible valeur ajoutée. Nous sommes le Nigeria est le pays qui exporte le plus de pétrole au monde. Il n'a pas de sécurité énergétique, d'accès à l'énergie pour son peuple. 100% du pétrole, de l'essence produite en Nigeria est exportée. L'Angola importe 80% de son carburant des marchés internationaux et pourtant ils produisent énormément de pétrole aussi. Ce problème structurel n'est pas une coïncidence, c'est fait exprès. Selon la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Afrique importe énormément de sa nourriture, alors qu'il y a quelques années, c'était le grenier du pays. Et nous sommes ici en France, donc je pense que vous savez de quoi je vous parle. Dès que le continent africain a commencé à devenir indépendant, en 1955, il y a eu une réunion pour le traité de Rome, la fondation de l'UE,
où les pouvoirs européens ont dit « Nous avons un problème de sécurité alimentaire, nous dépendons trop du Sud, nous devons investir dans notre propre souveraineté alimentaire. » Et ça a commencé une conversation qui les a amenés à avoir une politique agricole commune qui a été lancée en 1962. C'est un pilier de l'Union européenne, encore à ce jour. C'est un pilier de la sécurité alimentaire pour l'UE. Et donc cela a requis d'énormes investissements de subventions agricoles pour produire du blé, du maïs, de l'orge, les principales céréales. Et ce n'était pas seulement l'Europe, mais les États-Unis, le Canada, l'ancienne Union soviétique. C'est pour cette raison que la Russie et l'Ukraine dominent ce domaine. Et cela a forcé les agriculteurs à travers le pays à arrêter de produire de l'orge, du blé, du maïs, parce qu'ils ne pouvaient pas faire concurrence à ces céréales très peu chères et subventionnées dans ces pays du Nord. Et donc ce rôle a été donné au continent africain, d'arrêter de produire ces céréales principales qui seront exportées et commencer à produire du café, du thé, du tabac, des bananes, tous les aliments qui sont complémentaires. Et lorsque l'on commence à faire ça, eh bien, on est dans un piège structurel. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous importons 85% de nos aliments. Quand on commence à produire pour l'export, on produit une monoculture en masse, ce qui a d'énormes impacts environnementaux. On commence à utiliser des semences non natives, parce qu'il faut répondre au goût des clients, et elles ne sont pas adaptées à votre climat, à votre terre, donc elles requièrent davantage d'engrais importés, de pesticides importés pour pouvoir également survivre à tout leur trajet jusqu'au supermarché à Genève. Et c'est des infrastructures structurelles très chères et très peu environnementales, le transport réfrigéré, etc. Et avec un impact environnemental grave aujourd'hui. Et enfin, le troisième problème structurel, c'est le type d'industrialisation et de production que l'on nous a permis d'avoir. Et j'insiste sur le terme « permis ». C'est le type de production où on doit importer des machines, on doit importer tous les parties à assembler, on doit importer le carburant pour transporter tout ça, et parfois on doit même importer l'emballage. Donc en fait, on produit des contenus qui ont peu de valeur ajoutée à exporter. Et ce que l'on importe, ce sont des produits qui ont une forte valeur ajoutée. Donc on peut doubler, tripler, quadrupler ces exports. En fait, on est toujours coincé tout en bas de la chaîne de valeur. Et c'est un piège qui est délibéré et qui a été réfléchi. Ce n'est pas une coïncidence. Donc, cela donne lieu à un déficit commercial qui s'accumule d'année en année. Comme vous le savez, tout pays qui a un déficit commercial va voir sa devise baisser par rapport au dollar ou à l'euro. Donc, on a des devises qui sont de plus en plus faibles et donc on doit importer des carburants, des médicaments, de la nourriture et tout nous coûte de plus en plus cher. Donc, on importe de l'inflation dans des domaines clés comme l'énergie, le carburant, la nourriture. Et donc, cela peut donner lieu à des agitations, à des troubles dans la population. Donc, que fait-on? On subventionne l'alimentation, on subventionne le carburant. Bien sûr, on ne peut pas faire ça pendant 70, 80, 90 ans. Ce n'est pas durable. C'est un pis-aller, c'est une rustine sur le problème. Et on demande aussi de l'aide pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, nos banques centrales n'ont de cesse d'emprunter de plus en plus d'euros, de plus en plus de dollars, et en fait, ça alimente le problème. Voilà les problèmes structurels que l'on doit régler. Nous devons nous décoloniser si on est sérieux quand on parle d'une transition équitable. Transformer ces 3 déficiences structurelles ne requiert pas simplement une transition économique, une solution à l'inflation et à la dette externe. En fait, il faut aussi que l'on ait des politiques climatiques. On doit investir dans l'agroécologie, les industries alimentaires et les renouvelables qui sont notre plus gros potentiel. Investir dans une nouvelle industrialisation qui priorise les bases de la prospérité et du développement. Et tout commence avec la résilience climatique, comme je vais montrer dans la diapositive suivante. Mais je vais vous montrer les chiffres pour que vous compreniez de quoi je vous parle. Ça, c'est tous les exports africains dans leur entier. On peut voir la composition des exports africains. Les matières premières, le pétrole brut,
et des produits industriels qui ont peu de valeur ajoutée. Donc la valeur, c'est 585 milliards de dollars. Regardez les imports africains maintenant. Regardez le volume. 737 milliards de dollars. Donc on a un déficit commercial au niveau continental. Et bien sûr, vous pouvez jeter un œil rapidement à ce que l'on importe. Du pétrole raffiné, du blé, du riz, des céréales importées, des produits de technologie et de communication. Et ça, c'est pour tout le continent. Après, je peux vous montrer pays par pays. C'est le même problème à chaque fois. Regardez, par exemple, les exports de l'Éthiopie. 7,7 milliards. Regardez la composition. On a du café. On a des fleurs coupées. Ça, c'est les plus gros exports. Un des plus gros exports pour l'Éthiopie. Pour la Saint-Valentin. L'Éthiopie, ainsi que le Kenya, l'Équateur et la Colombie, sont parmi les pays qui exportent le plus de fleurs coupées. Parallèlement à ça, il y a 21 millions de personnes en Éthiopie qui dépendent de l'aide alimentaire internationale. Ce n'est pas une coïncidence. Un pays qui a le Nil, qui a des terres arables qui produisent beaucoup, exporte des fleurs pendant que des millions de personnes requièrent une aide alimentaire. Maintenant, regardons les imports de l'Éthiopie. 17 milliards de dollars. Là encore, on peut voir les conséquences. Ce déficit commercial de l'Éthiopie qui s'accumule d'année en année crée cet effet de pression constante sur la valeur de sa devise. Donc là, la ligne que vous voyez là, ça veut dire que le dollar est de plus en plus cher par rapport à la devise locale. Et bien sûr, il y a une dette externe qui n'a de cesse d'accélérer de façon exponentielle. Et ça, on voit au fil des décennies. Ce n'est pas le cas particulièrement quand il y a un gouvernement particulier, un Premier ministre en particulier. Bien sûr, la guerre en Ukraine, la Covid ont empiré le problème. Mais c'est un problème structurel. Donc voilà le problème. On a un pays comme l'Éthiopie qui dépense 45% de ses revenus d'export simplement pour payer les intérêts de la dette. Où est l'espace financier qui permet de créer une base pour la prospérité et le développement et pour des politiques climatiques? Prenons ça au niveau mondial. Si on divise le monde en deux blocs, le nord et le sud, et qu'on prend toutes les transactions, les imports, les exports, les investissements à l'étranger, même les flux financiers illégaux, le montant net, c'est la ligne verte que vous voyez là. 1000 milliards de dollars qui partent du sud vers le nord. Donc si on résume ces chiffres, en ce qui concerne la finance climatique, on a 1000 milliards de dollars qui vont dans le mauvais sens. Ensuite, on a la promesse de 200 milliards de dollars qui ont été promis et qui n'ont pas été ou qui sont simplement des prêts. Ensuite, on a eu le Fonds vert pour le climat, 10 milliards de dollars. Et là, on a ce petit point. Ça, c'est le fonds de perte et d'indemnisation. 700 000 millions de dollars. Voilà la finance climatique aujourd'hui. Si on compare ça au profit des 4 plus grosses entreprises pétrolières présentes sur le continent africain, vous n'allez pas voir un seul fonds climatique qui peut égaliser les profits de ces entreprises. Donc voilà, prenez un petit selfie avec ça, avec cette slide, et envoyez-le à votre négociateur préféré pour la COP l'année prochaine. Ça ne va pas fonctionner, leur plan. Bien sûr que ça ne va pas fonctionner. On ne peut pas décarboniser un système qui n'a pas été décolonisé structurellement. Lorsqu'on a des structures coloniales qui extraient 2000 milliards de dollars du Sud, comment est-ce qu'on peut avoir une transition juste ou une finance climatique ou avoir un impact quelconque? Bien sûr, les solutions structurelles requièrent des investissements stratégiques dans la souveraineté alimentaire et l'agroécologie, pas la sécurité alimentaire. Ça, c'est un terme technique qui a une connotation coloniale. La sécurité alimentaire, ça signifie qu'on assure la nutrition de son peuple, soit en le produisant, soit en l'achetant de l'étranger, ou en empruntant de l'argent pour pouvoir acheter de l'étranger, ou en recevant de l'aide alimentaire comme les 20 millions de personnes en Éthiopie. L'aide alimentaire, c'est la pire chose que vous pouvez faire pour votre pays parce que personne ne peut être en concurrence avec une alimentation gratuite. Une souveraineté
de l'énergie renouvelable et pas des exports d'énergie renouvelable pour l'Europe. On doit construire l'infrastructure pour produire cette énergie pour les Africains aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'électricité du tout. Mais pourtant, on priorise toujours les exports. Et enfin, des politiques industrielles pour une haute valeur ajoutée qui priorisent 3 industries clés, en utilisant la complémentarité des ressources et des capacités que nous avons sur ce continent. Nous avons tous les minéraux stratégiques, nous avons les économies d'échelle nécessaires pour industrialiser. Et ce que l'on doit prioriser, c'est les infrastructures des renouvelables, pour ne pas importer les panneaux solaires, mais les produire chez nous. Des infrastructures de cuisson propres pour les milliards de personnes sur le continent qui ingèrent et respirent des gaz chimiques toxiques, souvent les femmes et les enfants. Bien sûr, les transports verts pour relier les différentes économies du pays. Cela créerait des millions d'emplois et repositionnerait le continent et qui sortirait de sa position tout en bas de la chaîne de valeur. En fait, on doit sortir de ça. Ça a été mis au point au cours des colonies. On ne devrait pas être surpris que l'architecture coloniale, financière mondiale, produit des résultats coloniaux. Donc on doit décolonialiser le système financier, la Banque mondiale, le FMI, les structures de commerce à travers le monde, l'Organisation mondiale du commerce notamment, l'OCDE aussi, ici présente à Paris, et ce qui a été voté en novembre dernier, avoir un système de convention de taxes à l'international où chaque pays a une voix. Voilà la transformation, la décolonisation nécessaire. Et pour conclure, l'heure est venue d'agir, nous manquons de temps. Ces polycrises que l'on doit gérer requièrent des actions urgentes, audacieuses et radicales. Je ne dis pas radicales dans le sens politique du terme, même si vous pouvez le prendre comme ça. Radical dans le sens littéral du terme. Donc ça veut dire qu'on doit regarder les racines du problème. Car si l'on ne regarde pas les racines du problème, on opère à la surface. Et lorsqu'on opère en surface, c'est des interventions superficielles qui reproduisent le statu quo. Nous n'avons pas le temps de trouver ces solutions superficielles. Et si vous vous rappelez Martin Luther King Jr., dans le contexte du mouvement des droits civiques aux États-Unis, il a dit « Nous n'avons pas le temps pour prendre des médicaments tranquillisants pour de fausses solutions et des distractions dangereuses. » Voilà le contexte auquel nous devrions penser lorsque l'on dit une action radicale pour le climat et pour la transition juste. Les politiques économiques que l'on a utilisées jusqu'à maintenant sont trop faibles, trop lentes, elles ne fonctionnent même pas, ce qui les rend dangereuses sur le point écologique, économique, social. Donc on ne peut pas continuer avec ça. Et je suis profondément convaincue qu'un plan réaliste pour une transformation structurelle pour ce type de décolonisation que nous avons décrit dans le rapport requiert une restructuration fondamentale de l'économie mondiale et de l'architecture économique mondiale. La Banque mondiale, le FMI, l'OMC et le système fiscal international. Et cette vision transformative panafricaine est réellement possible, désirable et nous pouvons nous le permettre. Merci. Thank you very much for this. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante qui nous donne beaucoup de grains à moudre et nous avons énormément de questions. Tout d'abord, concernant la nourriture, certaines personnes aimeraient des précisions quant au déficit alimentaire africain. Qui a décidé ça? Comment a-t-il été conçu? Excellente question. Comme je l'ai mentionné, ce n'était pas quelque chose qui a été décidé par le continent africain. La première décision a été l'action du Nord pour récupérer leur souveraineté alimentaire au Nord et pour être des producteurs dominants de blé, de maïs, d'orge, de riz, donc les principales céréales nécessaires pour la nutrition de tout un chacun. Et parce qu'il n'y avait pas d'action pour lutter contre cela sur le continent africain, il a été impossible d'entrer en concurrence avec ces producteurs. Parce que lorsque la PAC a été créée en l'UE avec des subventions lourdes et massives et qu'il n'a pas du tout de politique agricole commune ou de subventions en Afrique, en fait, ça détruit complètement la souveraineté africaine.
lorsqu'il y a eu des subventions en Afrique, ce n'était pas pour les agriculteurs pour leur permettre d'être en concurrence avec les imports de céréales, c'était plutôt pour les consommateurs, pour les protéger de l'inflation et de l'augmentation des prix. Et lorsqu'on subventionne les consommateurs, on résout le problème du point de vue social, en termes de stabilité sociale. Mais en pratique, ce que l'on fait, c'est qu'on subventionne le blé importé. Donc on subventionne le producteur en Europe, en Ukraine, en Russie, aux États-Unis. Et ça ne devient pas gérable au long terme. Merci. Une question très intéressante. Qu'est-ce qui empêche l'Afrique de redevenir un continent qui produit des aliments et les exporte? Un manque de volonté politique, une organisation, des stratégies. C'est pour ça que notre rapport a pour but d'être une vision stratégique de long terme. Aucun pays sur le continent africain aujourd'hui ne peut faire cela seul. C'est pour ça que nous avons besoin de réfléchir en termes de blocs régionaux économiques ou même à une échelle continentale. Nous avons les ressources en termes de terre, d'eau. Il y a de nombreux dommages qui ont été faits. Il y a eu un impact climatique, mais nous avons le potentiel sur le continent de restaurer la souveraineté alimentaire, mais il y a des contraintes économiques. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons des ministères de l'Agriculture qui devraient réfléchir aux politiques agricoles. Vous remarquerez que le ministère de l'Agriculture en France s'appelle le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, et pas de la sécurité alimentaire. Souveraineté alimentaire est très important. C'est un terme important en Europe. Et quand on parle de l'Afrique, on parle de sécurité alimentaire. C'est un terme colonial, comme je le disais. Donc, nos ministères de l'Agriculture ont pour but, et c'est leur ministère des Finances qui leur ont donné, de faire tout leur possible pour augmenter leur rendement, leurs exports de bananes, de pastèques, de café, de thé, de tabac, pour avoir davantage de dollars, parce qu'on a besoin de ces dollars pour importer du blé, pour payer notre dette. Donc en fait, on a complètement revu toute notre politique économique locale pour prioriser tout ce qui nous permet de générer des revenus en dollars. Et en fait, on se tire une balle dans le pied en faisant ça. Donc on doit revenir en arrière, réfléchir à ce que l'on fait. Et cela peut commencer au niveau national, à petite échelle, parce que chaque tonne métrique de blé produite localement vous économise l'équivalent en dollars empruntés et l'intérêt que vous devez payer pendant 10 ou 25 ans. Donc on peut commencer à petite échelle, mais cela requiert un engagement politique pour soutenir une stratégie pour arrêter de produire des fraises, des bananes, du café et commencer à produire davantage de céréales cruciales. C'est une décision souveraine nationale. No, it works. Thank you. Other questions? D'autres questions concernant les marchés investissements. Quelle est votre suggestion pour les investisseurs dans le marché africain? J'ai pas compris. Pour intéresser les investisseurs sur le marché africain. Tout dépend ce qu'ils souhaitent faire sur le continent africain, les investisseurs. S'ils souhaitent poursuivre l'extraction, alors ils peuvent continuer comme ils font déjà. Si les investisseurs sont intéressés par un vrai partenariat dans le continent africain, alors il faut utiliser ces investissements pour l'agricologie, la souveraineté agricole. Les investisseurs doivent avoir un rôle crucial dans le transfert de technologie qui est toujours refusé au continent. Transfert de technologie, ce n'est pas une technologie obsolète en bas de la chaîne. Non, c'est un transfert de technologie. Et dans l'espace du changement climatique et du financement du changement climatique, dans les dettes envers les pays du Sud, eh bien, cela doit se faire en annulation de dettes, mais également sous la forme de subventions et non de prêts, et également en transfert de technologies qui sauvent des vies, afin de repositionner le continent africain, partir de ce bas de la chaîne de valeur, mais plutôt pour qu'il y ait vraiment une production des blocs nécessaires pour leur résilience, les infrastructures de transport propres, de cuisine propre, ça c'est un vrai partenariat, non un partenariat extractif ou colonial. Mais si on évalue tous les partenariats, entre guillemets, qu'on a pu observer de la part de l'UE, du plan Matai, des Américains, des Chinois, c'est du greenwashing constant. Et c'est toujours les mêmes relations, malheureusement. Que pensez-vous des fuites
des cerveaux africains vers le nord. Ça fait partie de l'extraction. Lorsque les pays ont une dette externe massive et peu d'espace financier pour investir dans le développement, la formation, le potentiel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les personnes sont attirées par les endroits où il y a du travail, des visas, des opportunités, de gagner de l'argent et de renvoyer de l'argent à la maison. Ce n'est pas nouveau. Mais ce qui accélère cela et qui pousse les personnes depuis le continent africain, ce sont ces capacités financières restreintes. Et bien sûr, cela complète cela au niveau du Nord. Et dans mon propre pays, en Tunisie, en seulement 10 ans, des milliers d'ingénieurs et docteurs ont quitté le pays à cause de ce facteur lié à ces conditions économiques restreintes dans les pays d'origine. Merci. J'ai du temps et des questions, donc après cela, je suis sûr qu'il y aura des questions pendant la pause déjeuner pour vous également. Quelqu'un pose la question suivante. Est-il possible de décoloniser complètement l'Afrique dans un système qui promeut le libre-échange? Ce sera peut-être la dernière question. Une très bonne question. Je ne sais pas si vous faites référence à l'accord de libre-échange continental, mais cet accord peut améliorer le processus de décolonisation, mais pas dans le cadre des conditions actuelles, puisqu'avec les conditions actuelles, on ouvre les frontières pour le libre-échange, mais pas de transformation économique au niveau national nécessaire pour faire ce dont on a parlé. Et donc on finit avec des frontières plus ouvertes pour importer plus dans les pays côtiers, pour construire des infrastructures pour exporter entre soi. Et donc, ça n'aura pas cet impact nécessaire qu'on pourrait obtenir avec, par exemple, les accords de libre-échange et frontières ouvertes dans l'UE. Parce qu'au niveau de l'UE, il y a une politique industrielle, agricole. Aucun pays ne peut fonctionner sans alimentation ou sans énergie. On a tendance à négliger ça en disant mais si on a le libre-échange, tout sera possible. Mais ce n'est pas le cas, bien sûr. Merci beaucoup. Thank you. Thanks. Merci beaucoup, Dr Kaboub.